Bonsoir à tous. La reconstitution de l'histoire politique du Cameroun laisse apparaître des zones d'ombre sur le rôle des acteurs clés et des épisodes marquant des tournants décisifs dans la vie de la nation camerounaise entre les premiers pas de l'État indépendant du Cameroun, le pouvoir hyper-présidentialiste de Amadou Ahidjo, la transition sur fond de tentatives de coup d'État et l'avènement du renouveau de Paul Biya. Des intellectuels ont vécu de l'intérieur ces mutations politiques, témoins vivants de ces événements historiques et penseurs d'une nouvelle ère de gouvernance. Un écrivain de talent avait mis sa plume et son intelligence au service du parti unique et à la fondation de l'idéologie politique de l'actuel parti au pouvoir, en choisissant de rompre ses liens pour rejoindre l'opposition. Cet anthropologue a subi des foudres, mais il est resté debout pour faire face à l'adversité politique. Comment le Cameroun a-t-il basculé dans l'inertie et la malgouvernance, centre des critiques aujourd'hui? La rigueur et la moralisation sont-elles encore le credo qui guide le régime au pouvoir au Cameroun pour un pays confronté à la crise sanitaire et la crise anglophone? Quelle solution pour la paix et le développement? Ce soir, mesdames, messieurs, c'est l'heure de vérité pour François de Borgia Marie Evembe, écrivain, anthropologue, Grand Prix littéraire d'Afrique noire, décerné en 1967 pour son roman Sur la Terre en passant. Il est l'invité de l'émission La Vérité en face sur Equinox Télévision. Bonsoir et bienvenue. Merci et bonsoir à vos téléspectateurs et téléspectatrices. Bonsoir, il semble que c'est une mondovision. Bonsoir aux gens qui nous écoutent en Grande-Bretagne, aux États-Unis, peut-être même en Russie. Qu'ils aient le plaisir de nous écouter ce soir. François de Borgia Marie Evembe, cette émission va se dérouler sur près de 90 à 120 minutes. Une émission bilingue et pour des raisons de respect des mesures barrières liées à la pandémie du Covid-19. La première partie, je serai en compagnie de Duval Fangwa. Bonsoir Duval. Bonsoir Céline Noufélé. Bonsoir à l'invité. Merci. Et bonsoir aux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Je précise qu'en deuxième partie de cette émission, ce sera avec Jonathan Babila et François de Borgia Marie Evembe. Les premières années d'indépendance, vous les avez vécues, témoins en vivant. Vous l'avez dit dans plusieurs autres entretiens, ces premières années ont été marquées par l'arrivée au pouvoir de nouvelles valeurs intellectuelles et dans un processus de construction politique du Cameroun. Et vous avez été embarqué dans une aventure aux côtés du premier Camerounais nommé ministre de la fonction publique. Quel est le contexte et comment vous appréhendez ces premières années d'indépendance du Cameroun, étant ainsi au sommet de l'État dans le sérail camerounais? Je voudrais apporter quelques précisions. Celui dont j'ai été le collaborateur dans les années 62-63 n'était pas à la fonction publique. Il était commissaire général à l'information. Il s'appelait Jean Bikanda. Nous nous étions rencontrés au cours d'une campagne électorale. Il voulait être député. Mais je vous précise que Jean Bikanda avait été l'équivalent du ministre de la fonction publique, au temps des hauts commissaires. Imaginez, un noir qui notait les blancs, administrateurs, on les appelait les chefs de région, les chefs de subdivision, etc., mais tous blancs. Et il les notait en tant que responsable de la fonction publique du haut commissariat de la France au Cameroun. On est en quelle année? Nous sommes dans les années avant 60, les années 50. C'était le premier Camerounais à avoir une telle fonction dans le cabinet du haut-commissaire de la République française. Quand l'indépendance arrive, après Mbida et pendant qu'Ahidjo est là, les Français se rendent compte qu'ils n'ont pas la personne idoine pour diriger un Cameroun nouveau. Ils demandent donc à Bikanda d'être candidat à la députation, parce que les premiers ministres étaient nommés par l'Assemblée nationale, qu'on appelait l'ALCAM ou l'ADCAM.
l'ARCAP à l'époque. Bikanda vient donc faire une élection partielle à Kribi. Il remplaçait un certain Bassa qui était là, qui avait été... On avait fait partir parce qu'on disait on a truqué les élections. Et c'est là où Bikanda me rencontre chez mon père. Je faisais rien. Parce que j'avais cessé d'aller à l'école. Mon père n'avait pas assez de moyens pour faire de moi un perpétuel... J'étais à Liberman à l'époque. J'étais à l'internat. Mais grâce à une bourse. Alors, quand on a coupé la bourse, papa ne pouvait pas. Je suis resté à la maison et c'est là où Bikanda m'a trouvé. Il a fait de moi son mandataire pour la jeunesse au cours de sa campagne électorale. Mais le trucage de l'élection ne date pas d'aujourd'hui. Non. Parce que Aïdjo, sachant qu'on va utiliser Bikanda pour le faire partir, a mis tous les moyens en œuvre pour que Bikanda ne gagne pas l'élection partielle de Kribi. Quelles étaient les techniques de fraude à l'époque? Non, les techniques de fraude, c'était l'UC qui était majoritaire à l'ARCAP, avait tous les moyens pour contrôler le scrutin. Tous les moyens. Les fonctionnaires, ce que vous appelez, aujourd'hui, tout le monde est majesté, c'est-à-dire les chefs traditionnels qui dépendaient du système, et l'ensemble des partis qui existaient à cette époque. Sauf peut-être le parti de Mbida, n'est-ce pas, qui voulait conserver une certaine capacité politique de manœuvre à l'intérieur du système. Bon, aujourd'hui nous avons Elecam, machin, etc. Mais à l'époque, il n'y avait pas Elecam. Il n'y avait pas un code électoral. Vous alliez aux élections, on vous faisait voter, et il y avait une commission qui était là pour dire que vous avez gagné ou vous n'avez pas gagné. Si vous n'aviez pas assez d'autorité pour contrôler le scrutin dans chaque bureau. Et c'est ce qui avait fait réussir Bikanda. Bikanda a réussi à avoir des gens, des mandataires, dans chaque bureau de vote au Cameroun. C'était un exploit à l'époque. Vraiment un exploit. Il a gagné avec 4000 voix d'avance sur le second, mais on avait envoyé la troupe à Kribi, l'armée. On avait envoyé l'armée. Et malgré les bulletins, le nombre de bulletins en faveur de Bikanda, les procès-verbaux étaient... Ils ont pris une semaine, ils avaient pris une semaine pour truquer, pour falsifier les bulletins. On veut bien comprendre les enjeux, parce que lorsque vous expliquez, on voit bien qu'on est là dans les années avant l'indépendance. On sait que le tout premier ministre du Cameroun, c'était André-Marie Mbida. En février 1958, il a été débarqué à la suite d'une motion de censure à l'Assemblée, et le président Aïdjo a pris les rênes. Donc, ce que vous expliquez là, ce sont les consultations électorales entre février 58 et 60. Il s'agit de quoi exactement? C'est quoi les enjeux? Pas 60, 61. 61. Alors, vous parlez donc de quelles élections précisément là? C'est les élections de 61. L'élection partielle de 61. Parce que Ngué Eli Lavater, qui était UPCiste, avait gagné à Kribi. Mais on n'en voulait pas. On a donc remis en cause son mandat. Ce qui permettait à Bikanda d'être candidat à l'élection partielle de Kribi. Vous comprenez maintenant? Encouragé par les Français, Bikanda est allé être candidat. Parce qu'on voulait faire de lui le vrai Premier ministre qui va conduire le pays à l'indépendance. Je vous révèle ça aujourd'hui. Enfin, on pose la question parce que on sait que le Cameroun oriental accède à l'indépendance le 1er janvier 1960. Et qu'après 60, entre 60 et 61, on prépare plutôt la réunification qui a lieu en octobre 1961. Alors ces enjeux-là, quel est l'intérêt, je veux dire, sur le plan national, c'était quoi exactement? C'était remplacer Aïdjo.
Aussi sec. Il était question de remplacer Ahidjo Ahidjo, oui. en 61. Oui. Il était question de le remplacer. Et pourquoi? Mais simplement parce qu'il ne faisait pas l'affaire. Il était musulman, il avait fait l'école primaire supérieure, il ne connaissait pas... Les Français voulaient bien confier la nouvelle République à quelqu'un qui savait administrer. Et ça leur aurait fait moins de soucis. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Et je dis que Bikanda est allé à l'élection partielle, il a gagné, mais Ahidjo sentant venir le tsunami politique qu'il aurait emporté, il a pris les dispositions nécessaires pour que Bikanda ne soit pas déclaré vainqueur. Et quelle a été la réaction de ceux qui manipulaient dans l'ombre, puisque c'est ce que vous semblez dire? Bon, d'abord, on a voulu oxyre Bikanda. La troupe, je vous dis, Ahidjo a envoyé la troupe à Kribi. Il a envoyé la troupe. Kribi était occupée par l'armée. Bikanda a dû fuir parce que lui, ayant des connexions avec l'étranger, avec les grandes puissances, avait fait reconnaître sa victoire par les grandes puissances. Il avait 4000 voix d'avance. Mais François de Borja-Marie, vous croyez bien que si les Français avaient véritablement l'intention de débarquer à Ahidjo aurait pu mettre en place ce dispositif pour ne pas être éjecté? Ahidjo, c'est lui qui avait les ficelles de la gouvernance au Cameroun. Même si les Français le soutenaient au départ, puisqu'ils avaient fait partir Mbida, André-Marie Mbida. Oui. Parce qu'ils voulaient quelqu'un de plus... Par des mécanismes légaux. Oui. Ils voulaient quelqu'un de plus malléable, ils ont pris Ahidjo. Mais quand ils ont vu comment Ahidjo fonctionnait, ils ont dit non, il vaut mieux mettre quelqu'un qui s'y connaît en administration française. Et c'était Bikanda. Je vous dis, Bikanda avait été, au temps des hauts commissaires, le ministre, l'équivalent du ministre de la fonction publique. Donc, il avait noté tout le monde, les Ahidjo, enfin tous ces fonctionnaires de cette époque. Il les avait notés, même les Blancs. Donc c'était quelqu'un qui inspirait confiance sur le plan technique, sur le plan de la compétence administrative. Et les Français ont voulu le mettre. Malheureusement, Ahidjo, je vous dis, voyant sentir le tsunami, il a pris des dispositions au niveau local, c'est-à-dire au niveau du Cameroun. Il a pensé que les gens ne voteraient pas Bikanda. Il était très populaire, Bikanda. Que les gens ne le voteraient pas. Quand ils vont voir les militaires dans toutes les rues, etc., effectivement, la troupe est arrivée. Mais les gens n'ont pas eu peur de la troupe. Ils ont envoyé Bikanda à l'Assemblée. On a truqué. On a falsifié les procès-verbaux. Ils ont pris 2 semaines pour falsifier les procès-verbaux. Et c'est pendant cette période que moi, j'ai fait ma première prison politique. J'avais 18 ou 19 ans. Ils m'ont arrêté parce que j'étais le mandataire de la jeunesse pour Bikanda. Et quand Bikanda, parce que quand c'est arrivé, la troupe est venue, Bikanda a disparu, on ne savait pas où il était parti. C'est quelques années plus tard qu'on a su qu'il s'était caché chez le curé. Il s'était caché chez le curé, personne ne savait où il était parti. On l'a cherché, recherché, on ne l'a pas trouvé. 1962, c'est quand même... 61. On est quand même là au lendemain de l'indépendance du Cameroun français, oui. La réunification. Oui. Et je crois que quelques temps après, vous allez entrer à l'université catholique. Non. 4 ans après. 3 ans après. 3 ans après. Mais dans cette tranche-là oui. de temps, oui. Je suis encore un petit adolescent. Ok. Qui est derrière un grand homme politique. Oui. Et Bikanda s'étant caché, il s'est caché parce qu'il fallait négocier avec les Français. Les Français qui l'avaient encouragé à être candidat dans la partielle. Vous voyez? Et quand il a réussi à négocier avec les Français, il est sorti de son, moi je dirais, de son refuge chez le curé. Et il est monté à Yaoundé, il m'a fait venir à Yaoundé, parmi ceux qui avaient été ses collaborateurs, il m'a fait venir à Yaoundé comme un petit frère. J'ai habité chez lui pendant un certain temps, avant qu'on ne lui précise qu'on va le repêcher, parce que les Français ont exigé une compensation à Ahidjo.
fallait mettre Bikanda dans le gouvernement. On a donc créé le poste de commissaire général à l'information. Il s'est d'abord rendu en France, il a fait un certain temps là-bas. Quand il est revenu, il me dit, écoute, on va les attaquer dans leur propre refuge aussi, dans le gouvernement. Alors, c'est peut-être pour qu'on avance un tout petit peu. Après, vous faites vous avez fait des études, vous devenez journaliste quelques temps après. Oui, tu voulais dire... Non, je souhaite que... Oui, parce qu'en fait, je pose cette question parce que lorsqu'on a regardé votre parcours, on a vu qu'à un moment donné, vous avez été moniteur, je crois, à EDIA. Oui, ça c'était avant. Ça c'était avant. Mais la question, ce qui me préoccupe, parce que vous avez fait des études de journaliste, enfin, vous avez été à l'association, comment on appelle, l'agence camerounaise... Non, j'ai d'abord été à l'ESJ. De Lille. Oui, l'École supérieure de journalisme de Lille. Oui. Mais après un concours. Parce que je suis entré au commissariat général de l'information sur insistance de Bikanda au niveau de la presse. Et quel était votre rôle concrètement au sein de cette structure? Auprès de Bikanda ou bien auprès de Bikanda? Quel était votre rôle? Mais je vous dis que j'ai été son mandataire. Après avoir été son mandataire, lorsqu'il occupe ses fonctions au sein du il m'appelle, du gouvernement. Non, il me fait venir au sein du gouvernement. Il me donne un poste de stagiaire au service de photographie, qui était l'un des plus opérationnels pour la communication du gouvernement. C'est d'ailleurs un boulot qui avait fait ses études en France, Nlo Benjamin, qui était responsable du service de presse et de photographie. On me met donc comme stagiaire auprès de Nlo Benjamin. Mais quand j'arrive, je vois comment il y a le désordre dans l'organisation du service. Je fais une note pour essayer de corriger le fonctionnement. Nlo Benjamin est assez humble pour reconnaître que ça ne fonctionne pas bien et que les propositions que je fais sont valables. Il restructure par note de service, il restructure son service. Après avis du ministre. J'ai fait 3 mois, ça fonctionnait très bien. Quand le ministre lui demande un rapport de fin de stage, il dit, mais vous ne m'aviez pas dit que votre petit frère, là, il avait fait de l'administration et de la presse. Il dit, non, il n'a jamais fait la presse. Il dit, mais voilà, le rapport que je vous donne montre que c'est grâce à lui que le service fonctionne très bien maintenant. Alors le ministre lui dit, je le prends. Il m'a donc pris et il m'a nommé chef du bureau du courrier. Et ce bureau du courrier, il y avait plein de gens là-bas, plein de femmes, mais c'était un peu désordonné. Or, nous devions faire le travail de restructuration de la presse gouvernementale. Et il fallait un bureau du courrier qui fonctionne normalement. Pour vous dire l'importance de la chose, vous avez quelqu'un qui est mort il n'y a pas longtemps là, Ngamba Magloire. Il avait été gouverneur, il avait été ambassadeur, etc. Ngamba Magloire, je l'ai trouvé, il était au commissariat général de l'information, le responsable de l'administration générale. L'équivalent aujourd'hui d'un directeur de cabinet. Parce que c'était un commissariat général, ce n'était pas un ministère des Ressources. Quand j'arrive, je réorganise avec le consentement du ministre le bureau du courrier, qui devient le secrétariat du courrier. Et après 3 mois, on érige le secrétariat du courrier en cabinet. Je deviens donc chef de cabinet avec voiture, machin, indemnité, etc. etc. Pour vous dire, ma promotion comme chef de cabinet, c'est que les Kecha. Hein? Vous vous souvenez du ministre Kecha? Oui, c'est ma promotion de chef de cabinet. J'étais un bambin. Hein? Les Kecha étaient déjà des papas et tout ça. Mais c'est ma promotion de chef de cabinet. Malheureusement, je dis malheureusement parce que je n'ai pas fait plus de 2 ans comme chef de cabinet. La question que j'avais posée tout à l'heure, François de Borgia, Marie Vembe, c'est le regard sur le fonctionnement de la presse, si on veut parler de cette presse-là, à cette époque-là. On est là dans les années 60.
le Cameroun vient d'accéder à l'indépendance, il y a une réunification, et on s'achemine vers la création de l'UNC, l'Union nationale camerounaise, qui va intervenir en septembre 1966. Quel est le rôle de la presse à ce moment précis, pendant cette période-là? Est-ce que c'est une presse qui reflète la diversité d'opinions ou qui reflète le foisonnement politique qu'on observe avant 1966? Non, c'est pas possible. Ça ne pouvait pas être possible. C'était un parti unique, parti État. L'opposition, c'était qui? C'est les gens de l'Assemblée. Les gens qui étaient à l'Assemblée, c'est-à-dire les députés. Et ces députés-là, c'était le BDC, avec les MIDA, c'était les travaillistes avec Okala, c'était je ne sais plus qui là, mais ça ne représentait rien par rapport au gouvernement en place. C'était des guis, appelons ça comme ça, des guis greffés dans l'État central, le parti État. Donc, Ahidjo les a gérés comme ça. La presse ne pouvait être que la presse de l'État, comme d'ailleurs aujourd'hui encore, bien que vous soyez là, mais c'était la presse de l'État. Et il fallait structurer cette presse pour qu'elle devienne une presse moderne. Et c'était ça le travail de Bikanda. Je vous dis, on a pratiquement fait 2 ans pour donner un contenu à la communication gouvernementale, qui semble être facile aujourd'hui. À l'époque, ce n'était pas facile du tout. Quelles étaient les difficultés rencontrées dans le cadre de cette communication, de cette diffusion des messages concernant l'évolution politique du Cameroun? La difficulté, c'est qu'il n'y avait pas une pluralité d'opinions. C'était l'opinion de l'État. C'était l'opinion d'un parti d'État. D'un parti État. Quand on disait quelque chose sur Mbida, c'était la rumeur, hein. C'était la rumeur de la rue, là. Mbida fait ceci, Mbida fait cela, Okala dit ceci, Okala dit cela. Mais ce n'était pas pris en charge comme information concernant tous les Camerounais, non. Non, non, non. Autrement dit, lorsque le président Ahidjo arrive à cette fusion des formations politiques en septembre 1966, c'est une formalité. C'est une formalité, effectivement. C'est une formalité. Lui, il avait plutôt peur d'une partie de l'opinion publique. Laquelle? Les anglophones. Puisqu'il y a eu... Qu'est-ce qui lui faisait peur à cette époque? Non, parce que les anglophones avaient bénéficié de la culture anglaise. Et c'était, on appelait ça comment? L'indirect rule. Hein? Les Anglais avaient formé les anglophones dits du Cameroun dans le système d'indirect rule. C'est-à-dire, on vous impose les grands principes, mais on vous laisse gérer vos identités, vos traditions, etc. Ça n'était pas cela avec les Français, chez les francophones. Avec les Français, chez les francophones, c'était l'intégration totale. Avec les Anglais, c'était l'indirect rule. On vous donne des principes directeurs, mais on vous laisse vous gérer d'une certaine manière. C'est la raison pour laquelle il y avait cette distorsion dans les principes. Et Ahidjo avait peur de ça. Il a passé tout son temps à intégrer les anglophones dans le système de gouvernance. C'est la raison pour laquelle vous avez vu le premier grand, c'était Foncha. Mais petit à petit, on l'a remplacé par Mouna. Hein? Et puis petit à petit, on est arrivé à susciter d'autres leaders chez les anglophones pour éteindre cette propension à l'indirect rule. Mais comment la presse camerounaise à l'époque, ou si on peut parler de cette presse camerounaise, a accompagné le président Ahidjo dans cette opération d'assimilation ou d'intégration des anglophones? À l'époque, le journal qui paraissait était un journal de français.
C'était la presse du Cameroun. C'était le seul, vraiment grand journal. Mais à côté, il y avait l'agence camerounaise de presse, qui était le quotidien du gouvernement. C'est à partir de l'agence camerounaise de presse qui récoltait les informations dans les administrations, enfin dans les préfectures, les sous-préfectures, qui faisait tous les matins un bulletin de ces informations récoltées partout et qui constituait le journal quotidien du gouvernement destiné à tout le monde. Destiné à tout le monde. L'une des innovations de cette époque, justement grâce à l'agence camerounaise de presse, c'était l'installation des téléscripteurs, c'est-à-dire des machines qui avaient les informations internationales, qui les récoltaient et qui sélectionnaient pour mettre dans le bulletin. Donc, vous aviez des informations récoltées dans telle sous-préfecture ou dans telle préfecture, et puis quelques informations venant de Paris, de Londres, de Russie, avec l'agence TASS en Russie, et d'Associated Press des Américains. Alors, il y avait donc les anglophones, vous avez dit, qui était une difficulté pour le président Ahidjo. Mais est-ce qu'il n'y avait pas aussi un regard assez particulier sur les mouvements politiques? On se souvient que même après 60, il y avait des mouvements politiques, il y avait des mouvements organisés par l'UPC. Vous vous souvenez que d'ailleurs, jusqu'en 1971, il y avait des revendications UPCistes. Comment le président Ahidjo gérait tout cela? Quel était le rôle de la presse dans la gestion de tout ça? Vision des choses, les Maïmatip, Mandombole, etc. Et qui était suivi. On a éteint, bon, pour d'autres comme les Moumiers, les autres, on les a carrément éliminés, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. C'est cette conjonction d'action qui a fait que, à un moment donné, ce soit plus facile d'intégrer tout le monde dans un seul parti. C'était l'Union nationale camerounaise. Mais vous qui avez fait des études, je veux dire, vous avez été formé à l'étranger, vous avez un certain nombre de canons, vous arrivez au Cameroun dans un contexte comme celui-là et vous voyez comment la presse se déploie. Est-ce que vous n'étiez pas mal? Est-ce que vous avez réussi à vous adapter, je veux dire, dans cet environnement-là sans trop de difficultés? Je vais vous dire. Moi, je suis parti un peu, j'aime à le dire aux gens, je suis entré dans une université par effraction. Parce que c'est pas parce que j'étais licencié ou j'avais le bac que je suis allé à Lille, non. C'est parce qu'à l'époque, on disait le journalisme, c'est le savoir penser, le savoir écrire. Alors, même si vous étiez licencié, vous êtes à côté d'un bachelier, si le bachelier sait penser et écrire, il est autant journaliste que vous. Alors, quand on voulait former les cadres supérieurs du journalisme en Afrique et dans le monde, on les envoyait à Lille. Mais il fallait faire un concours. Parce qu'il y avait des journalistes formés dans le tas qui étaient aussi brillants que ceux qui avaient été formés à Strasbourg ou au Lovanium en Belgique et qui étaient rentrés. La plupart des attachés de presse du Premier ministre, des premiers ministres de l'époque et même du président de l'époque, ils n'avaient pas, pour la plupart, ce n'étaient pas des gens qui avaient leur diplôme de grandes écoles étrangères. Il n'y avait pas d'école au Cameroun, il n'y avait pas d'école en Afrique. La première école qui a essayé de former les grands journalistes, c'est Dakar, c'est le CESTI, le Centre d'études des sciences techniques de l'information de Dakar, qui dépendait de l'université d'État. Alors quand nous sommes soumis à ce concours, on était 65 candidats, il n'y a eu que 5. Et les épreuves avaient été préparées à l'Académie de Bordeaux. Ça venait dans des enveloppes sous-scellées. Hein. On les ouvrait ici, devant les étudiants, devant les jurys. On était 65, il n'y a eu que 5. Qui sont partis. Et ça, c'est 64. Donc 3 années ou presque 4 années après l'indépendance. Il n'y a eu que 5. 2 à Lille,
qui était parmi les 2 premiers, et les 3 autres au CFJ de Paris. Bon. Moi, je suis allé à Lille, j'étais 2e sur les 65. Nous sommes donc allés à Lille. Malheureusement pour nous, quand nous arrivons à Lille, Lille change de statut. On formait des journalistes africains et internationaux pour 2 ans. Quand nous arrivons, on dit non, désormais c'est comme une faculté, c'est 3 ans. Vous voyez? C'est ça qui a fait problème. Mais la question que j'allais poser, c'est quand vous revenez au Cameroun, est-ce que vous êtes je veux dire, quel est votre sentiment? Vous êtes un journaliste, un militant, ou un journaliste militant, ou un journaliste qui sert la cause militante? Non, on ne pouvait pas se poser ce genre de questions dans un contexte politique comme celui-là. Vous êtes allé faire des études de journalisme, vous revenez au pays pour être journaliste, vous faites votre métier. Et c'est ça qui m'a créé des problèmes. D'abord à Lille. Quand j'arrive à Lille, je vois que la pédagogie, les programmes, ça ne correspond pas à ce que nos pays, nos populations, nos gouvernements attendent des journalistes. On nous fait de la théorie, comme dans les grandes facultés. On avait combien? 17 matières. Il fallait même apprendre à faire la balistique. Parce que pour expliquer aux populations comment une fusée est mise à feu ici et puis monte, il fallait que le journaliste n'aille pas raconter n'importe quelle histoire à la télé ou à la radio. Il fallait qu'il maîtrise la donnée balistique de la fusée, les données balistiques de la fusée. Alors, 17 matières comme ça, il faut avoir assez de tête pour assimiler ça. J'ai dit, très bien, on va faire la théorie. Mais quand nous allons rentrer au village, là, la vieille maman, en Gréméjouga ou à Tcholéré, ça ne lui dit rien, la fusée qui monte vers les étoiles. Et elle veut avoir une information sur place. Donc, il faut savoir parler à la radio, il faut savoir faire un journal accessible à ce niveau de la population. J'ai donc fait une critique acerbe, non, parce que je voulais aller à Strasbourg, au centre de Strasbourg, qui lui était beaucoup plus un centre de pratique journalistique, comment on construit un journal, comment on fait une émission radio ou de télé. J'ai dit, bon, je fais la théorie à Lille, et puis pendant les vacances, je vais faire la pratique à Strasbourg. Je ne savais pas que comment il s'appelait, Gaillard. Philippe Gaillard. Oui, qui était directeur à Strasbourg, était un ancien de Lille. Je ne savais pas. Moi, j'ai écrit. Il a renvoyé la lettre au fondateur de l'école. Ça m'a valu... ça m'a valu un déjeuner avec le patron et tout ça. Bon, ça, c'est des Alors, en 1966, donc, le président Ahidjo va donc procéder à l'unification des formations politiques. Ouais, et l'UNC va donc naître. En 1972, on est à l'unification du Cameroun. Mm-hmm. Comment le Cameroun traverse cette période-là? Est-ce que vous vous souvenez, quel était le comportement de la presse? Comment la presse accompagne la marche vers l'unification du Cameroun en 1972? Est-ce que vous vous souvenez du nombre de titres qui étaient qui paraissaient à l'époque? Il y en avait combien? Je vous dis, le grand journal, c'était la presse du Cameroun. Point barre. Mais du côté anglophone, il y avait des titres, des petits titres qui sortaient à Bouya, qui sortaient à Limbé et à Kumba. Qui laissaient voir quoi? Qu'ils étaient dans cette mouvance-là? Non, qui rapportaient l'information de ce côté-là. Il s'est passé ceci à Kumba, il s'est passé ceci à Limbé, il s'est passé ceci à Bamenda. Encore que Bamenda, bon, c'était un peu difficile. Mais c'était surtout vers ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud-Ouest. C'est lui qui était dynamique dans cette matière-là. Parce que la vie politique au Sud-Ouest était dominée par les premiers ministres,
de ce côté-là, là, le jeu politique était certain et les gens rendaient compte de ce jeu politique de ce côté-là. François de Borgia, j'aimerais qu'on s'intéresse à l'UNC et ce fameux congrès qui se tient à la fin des années 70, au moment où il y a une volonté d'exprimer une sorte d'alternance à la tête de ce parti. Que s'est-il réellement passé durant cette période-là? C'est pas 70. C'est-à-dire la fin des années 70, 78, C'est 79. 75. Oui. En 75, congrès de Douala. C'est au congrès de Douala que les gens ont commencé à murmurer, à se dire, il faut quand même qu'on prépare le Dauphinat, ce qu'on appelle aujourd'hui le Dauphinat, qu'on prépare les gens à la succession, n'est-ce pas, au plus haut sommet de l'État. C'est en 75. Par bribes, là, on a commencé à susurrer ça à droite et à gauche, et il a commencé à se constituer un petit groupe de ce qu'on devait appeler par la suite les progressistes, avec les Vroum-Siachina, docteurs en ceci, machin en cela, les Singacourt, quoi. Mais c'était meso voce, ça se disait à voix basse, n'est-ce pas? Mais le sentiment était réel, n'est-ce pas? Parce que vous avez parlé de l'élite de cette époque, des gens qui avaient fait des grandes études en Europe et qui commençaient à se dire, il faut quand même qu'on commence à penser à l'alternance au sommet de l'État. Pourquoi cette période précise? Pourquoi à la fin des années 70, concrètement, que ce discours commence à émerger? Maturation. Les gens... D'abord, ils voyaient ce qui se passait dans d'autres pays. Ensuite, ils se disaient, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai évoqué ça tout à l'heure, la plupart de ceux qui étaient là pour gouverner, leur niveau intellectuel n'était pas si élevé. Je dis, le président, il avait fait l'école primaire supérieure, ce qui est une dérision. Une école ne peut pas être primaire et en même temps supérieure. Mais ça, c'était les Français. Ils faisaient croire que quand on a fait l'école primaire supérieure au Cameroun, on est grand. Mais celui qui a fait Sorbonne et qui est revenu, non. Moi, en 64, je ne sais pas si je vous l'ai dit, avant de partir, on m'avait fait confiance à l'UC. J'ai été rédacteur en chef par intérim de l'UC, d'un des journaux de l'UC, le bulletin de liaison. Et avec mon ami Ngimbous Abdoulaye Aboubekr, qui était un bassa mais complètement foulanisé, il parlait le foufoulé mieux qu'Aïdjo lui-même, on a créé ce que nous avions appelé le CF, le PCUC, le Presse Club de l'UC. Parce qu'on s'était dit, tous ces frères émoulus là, quand ils rentrent, il faut qu'ils se mettent au service du parti pour expliquer les problèmes de développement agricole, expliquer les problèmes de l'exode rural, par exemple, expliquer les problèmes. Je vous dis, un certain Namamba, c'était un diplômé de grandes écoles de Dakar et de Paris. Il était directeur de cabinet d'Assalé. Premier ministre. Oui. C'est avec ces gens-là que nous avions créé le PCUC. C'était très couru. Nous voulions que tous ces frères émoulus venant de l'extérieur deviennent le cerveau du système en place, des gens en place, qui, eux, n'avaient pas eu cette chance d'aller s'ouvrir à l'intelligence, à l'intelligentsia internationale dans les autres pays. Mais on a eu des problèmes. Alors, parmi ces frères émoulus, il y avait Paul Biya. Il avait refusé de venir. Non? Et pourquoi? Il ne voulait pas... Il se disait que, bon, s'il entre dans le PCUC, il va se faire indexer. Il va se faire... Parce qu'à l'époque, vous êtes du PCUC, vous êtes un potentiel... je ne veux pas dire révolutionnaire, mais vous
vous êtes un potentiel ennemi du parti unique. Quand vous aviez des gens comme les Moussa Yaya, conseiller personnel du président, vous venez lui parler du libéralisme planifié, qui était à la mode à cette époque. Mais le libéralisme planifié, c'était quoi? C'était la pensée d'un certain François Senghako. Parce que c'est lui, les gens ne le disent pas assez. C'est François qui a exprimé la République des années 60 aux années 90. C'est François. Et c'était un deal entre lui et le président Ahidjo. Vous voulez dire quoi? Vous voulez dire que dans cet océan d'intelligence, le refus de Paul Biya de participer au Press Club n'a pas attiré l'attention de grand monde? Le Press Club, c'était quelque chose de rare. Une denrée intellectuelle rare. Qu'on crée une sorte de cellule qui pense la République. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et on l'a vécu 6 mois après la création du PCUC. On a fait une première réunion pour demander à ceux qui avaient dit qu'on pouvait faire du libéralisme planifié. On leur a demandé, mais comment le libéralisme peut-il être planifié? Ça risque d'être une sorte d'escroissance de la planification communiste, parce que c'est le communisme qui faisait la planification. Non, pour qu'on se comprenne bien, vous parlez bien de libéralisme planifié. Planifié. À ne pas confondre avec pour le libéralisme communautaire. Le libéralisme planifié, qui avait été voté comme, disons, référence idéologique à Bolova, au congrès de Bolova, de l'UNC. Alors on leur a demandé, mais le libéralisme planifié, là, ça veut dire quoi? En matière économique, qu'est-ce que ça veut dire? On a donc demandé à être reçu par le chef de l'État, Amadou Ahidjo, pour qu'il nous... Parce que le discours, c'était lui qui l'avait fait à Bolova, pour qu'il nous explique un peu ce que c'est que le libéralisme planifié. On avait des gens comme les Zengue Denis, Robineau, qui avaient travaillé dans le cabinet de Rockefeller. Imaginez, avant de revenir au pays, il devait être le premier directeur de la BCD. Mais la politique aidant, c'est Liban Gimbous qu'on a nommé directeur de la BCD. Lui, on l'a nommé directeur, vous appelez ça comment? Des conflits, du contentieux, à la BCD. Et puis après cette histoire du PCUC, on l'a envoyé Manon Ministari à Tchang pour créer une succursale, la BCD là-bas. Mais c'est pour vous dire que non, on ne pouvait pas accepter qu'à l'intérieur du parti, il y ait une cellule de réflexion sur les grands problèmes de l'heure au Cameroun. Entre 75 et 79, cette volonté, cette expression des intellectuels camerounais de voir une alternance au sommet du parti au pouvoir commence à mûrir. Comment réagit le président du parti à ce moment-là avec les derniers congrès avant l'avènement du renouveau de Paul Biya? Le président Ahidjo ne pouvait pas accepter qu'il y ait cette orientation de la politique nationale. Parce que son problème était d'éviter la dispersion des forces politiques. Il avait été un grand manœuvrier pour faire taire les armes dans la brousse, le maquis. Et c'est là où, quand on regarde bien, on se rend compte que Jean-Paul Sartre avait raison. Les mains sales. Quand vous faites de la politique, vous êtes obligé de vous salir les mains. Cette période-là, Ahidjo voulait que ce soit du passé. C'est pour ça qu'il a manœuvré pendant toute cette période pour ramener tout le monde à résipiscence, pour qu'il y ait une sorte de consensus national. Quand vous veniez pour dire « Ah non, vraiment, dans la démocratie, c'est ça, la démocratie, c'est cela, le développement, c'est ci... » Bon, vous étiez obligé d'apparaître comme quelqu'un qui ne veut pas
respecter, être dans la discipline du parti, dans l'idée de rassemblement d'Ahidjo. Parce que pour lui, il fallait d'abord qu'il y ait une sorte d'homogénéité. Il avait les anglophones qu'il fallait intégrer. C'est pour ça que vous avez vu 72. Parce que c'était son souci permanent. Faire de la politique au Cameroun une force, une étrave dans la pensée politique africaine. Mais les intellectuels, entre guillemets, venant avec les idées de l'extérieur, se présentaient comme d'éventuels obstacles à la réussite de cette stratégie. C'est pour ça que je vous dis, quand nous avons créé le PCUC en 64-65, ça a créé des problèmes au sein du parti. On nous a dissous là tout de suite. Les Foura André, les Ekwabi et tout ça, ils ont dit mais comment? Surtout qu'on avait demandé l'autorisation au président. Au départ, il était d'accord. Au départ. Jusqu'à ce qu'on dise, mais venez nous expliquer, pour qu'on explique au peuple ce que c'est que le libéralisme planifié. On a fait la réunion dans la salle de conférence de l'UC. Imaginez. Mais quand on a vu les photos avec ce qu'on avait écrit en dessous, ils ont convoqué d'urgence le comité central. On nous a dissous. Et les plus fortes têtes, on les a dispersées le jour même. C'est comme ça que Robineau Zengue s'est retrouvé à Tchang, emmené par hélicoptère. Et quelques années plus tard, François de Borgia à Marie-Vembe, il y a cette annonce de la démission du président Ahidjo, et ensuite une transition et l'arrivée du président Paul Biya. Comment les militants de l'UNC vivent cette période-là et quel regard portent-ils sur le Premier ministre Paul Biya, devenu président de la République à ce moment précis? Ont-ils le regard sur un technocrate ambitieux ou un camarade politique engagé qui vient de remplacer le président Ahidjo? Vous êtes allé très vite. Parce que Biya, c'est 82, non? Fin 82. Nous parlions des années 70, après le congrès de Douala. Il s'est constitué et c'est devenu vraiment une force interne qui ne faisait pas de bruit. Les Vrumsia, les Senga, etc., c'était justement les frères Zemoulu des universités françaises et autres, et qui estimaient qu'il fallait une réorientation de la politique nationale, dans tous les domaines. Mais j'ai dit c'était maison vochée. Ça se disait à voix basse. Mais c'est devenu un courant qui n'était certainement pas organisé, parce que c'était difficile d'organiser un courant comme ça à cette époque. Mais il existait. Et je savais qu'il y a des gens comme ça qui veulent qu'on change d'orientation de la politique, qu'on prépare la relève au plus haut niveau de l'État. Il a laissé faire. Parce que l'une des personnes qui était à la tête de ce mouvement était son propre conseiller avec lequel il avait un deal. C'était François Sengako, qui depuis les années 60 exprimait par les discours. Je ne sais pas si vous avez encore les discours d'Ahidjo, mais c'est des monuments de littérature. Ah, justement, parlons de ces discours du président Ahidjo. Je voudrais poser une question sur la communication politique, la communication du président Ahidjo. Quel type de communicateur était? Est-ce que c'était quelqu'un qui communiquait vraiment, qui parlait? Quel est le regard que vous aviez en tant que journaliste sur sa façon de s'adresser, de parler? Non. Je vous dis, la tête d'Ahidjo s'appelait François Sengako. Et François Sengako avait le grade de ministre plénipotentiaire du Quai d'Orsay, c'est-à-dire la diplomatie française.
Quand il rentre au Cameroun, il est déjà ministre plénipotentiaire du Quai d'Orsay. Donc c'était une grosse tête. Et le deal avec le président Ahidjo, c'était que qu'Ahidjo accepte que il soit le seul à lui dire la vérité sur l'état de la nation. Ahidjo a accepté. C'est pour cela que Senghor Kouo a été le communicateur d'Ahidjo et du système d'Ahidjo. Mais en l'orientant de façon progressive. Parce que le pragmatisme qui a été la première option idéologique d'Ahidjo a débouché sur la planification des programmes. Et ça, c'est Senghor Kouo. C'est pour ça que vous devez vous rendre compte que quand on commence par la planification, on arrive au libéralisme communautaire qui intègre la planification. Avant d'arriver au libéralisme communautaire, il y a cette transition entre le président Amadou Ahidjo et le premier ministre Paul Biya. Comment vous vivez ça au sein de l'UNC? C'est très long et c'est dramatique. Parce que il y a eu quelqu'un qui était un grand technocrate qu'on appelait Haïssime Vodo Victor. Haïssime Vodo, avant de venir ici, avait travaillé à Genève. C'est vous dire, à l'époque. Il revient donc ici, après avoir été à Genève, un haut cadre du système des Nations Unies, dans le domaine du travail. Et si vous avez suivi sa vie, vous avez été informé sur sa vie, il était comme un frère de Paul Biya. Parce que quand ils sortent du séminaire, ils vont au lycée. Le premier bac qu'ils font, Haïti passe. Biya échoue. Mais ils étaient tellement amis et frères que Haïti a dit non, je vais te servir de répétiteur. Comme à l'époque, avoir le bac, c'était avoir la bourse automatiquement. Il dit, moi, je ne parle pas, je vais t'attendre. Ils sont restés encore 1 an ensemble. Et Paul et Victor habitaient chez la tante d'Haïti, à la brique, même lit, etc. Donc, Haïti considérait Paul comme vraiment un frère. On ne peut pas avoir vécu comme ça sans qu'il y ait des liens très très forts. Seulement, au sein du système, Haïti, avec toute sa grande intelligence, est devenu de véritables axes de pouvoir au Cameroun. Souvenez-vous, il était secrétaire politique et il était ministre de l'AT, les deux. Donc, il était ministre de l'Intérieur et en même temps secrétaire politique pour conduire le parti État. Paul était au sein des saints, c'est-à-dire était avec le président. Mais ce n'était pas le penseur là-bas. Le penseur là-bas, je vous ai dit, c'était François Senghor. François Senghor. Donc, il y avait une sorte de balance intellectuelle et idéologique entre François Senghor et Haïssime Vodo Victor. Le problème qui s'est posé, c'est en 80. On m'a envoyé organiser sur place ce qu'on a appelé le congrès de Bamileke, c'est-à-dire le congrès de Bafoussam, le premier congrès qui se tenait de ce côté-là de la République. J'ai passé 4 mois là-bas. Le gouverneur à l'époque, c'était même, on avait des liens de parenté, c'était Luc Loé qui était gouverneur là-bas. Alors, quand on me désigne sur proposition de Kwabi Ewanejan, qui était secrétaire administratif du parti, dans le troisième personnage du parti, il y avait le président, le secrétaire politique, le secrétaire administratif. Et Kwabi m'a proposé pour aller organiser le congrès sur place, en 79, bien évidemment.
j'ai passé... Vous savez, il y a là-bas un hôtel qui s'appelle l'hôtel Le Président, à Bafoussam. J'ai été le premier cadre de ce pays à avoir un appartement à l'hôtel Le Président. Parce que le président de la République avait accepté que j'ai organisé le congrès sur place. Et mon interlocuteur, quand j'avais des problèmes, c'était Moussa Yaya, Sarkifada. Quand je rencontrais un problème de financement, on allait chez le gouverneur, et le gouverneur envoyait une note à Sarkifada qui débarquait à Bafoussam, face à mon rapport, prenait le téléphone, appelait directement le président. Bon, comme moi je ne connais pas le Fulfulde, c'est le taux, c'est-à-dire oui, ou bien je sais. Bon, mais... Et pourquoi vous estimez qu'il y a une période dramatique qui existe au moment où le président Paul Biya prend le pouvoir et que le président Ahidjo se retire? Non, je vous parle de 80. Le congrès de 80. Il y a eu clash au congrès de 80. Il y a eu clash. Parce que on a voulu voter une résolution qui avait déjà pratiquement un consensus, qui était le résultat d'un consensus. Pour qu'il y ait une résolution qui partage le pouvoir en deux. Si vous allez à l'élection présidentielle en tant que président du parti, vous êtes élu, vous devenez le président de tous les Camerounais. Et vous passez la direction du parti à quelqu'un d'autre qui devient président du parti. En fait, il fallait dissocier le président de la République au président national. Après élection présidentielle. Il y a donc un courant qui s'est constitué à l'intérieur du parti pour qu'à Bafoussam, on vote cette résolution. C'est au dernier moment qu'il y a eu... on a torpillé la manœuvre. Moi, je peux le dire ici. C'est que, quand ça s'est ébruité, la présidente de l'OFUNC, qui vit encore, a dit, mais c'est pas possible. Ça, c'est amoindrir le président. Ça, c'est dévaloriser la fonction présidentielle, parce que la fonction présidentielle a deux voix. Président de la République et président du parti. Si vous lui enlevez une tête, l'autre tête n'est plus assez valable. Alors, elle a réuni dans la nuit toutes les Madame Kocha, les Nyat, pour dire, ça ne doit pas se faire chez vous, ici, chez les Bamileke. Le lendemain matin, il y a eu une résolution, une motion de soutien des femmes déléguées au congrès de Bafoussam, qu'on a envoyé lire au premier journal parlé du lendemain. C'était la veille, c'était le jour de la session plénière, la dernière réunion du congrès. On a commencé à faire la motion de soutien, à lire la motion de soutien à la radio le matin. Et toute la journée, on n'a fait que ça. Soutien au président Ahidjo, soutien au président Ahidjo, soutien au président Ahidjo. Bon, évidemment, les délégués qui étaient à Bafoussam ont voté, comme disait Feu Kemayou, à l'humanité. Et quelques années après, à la surprise de nombreux Camerounais, le président Ahidjo décide de se retirer. Non. C'est à partir de là que Ahidjo a réagi. Tous ces intellectuels de haut vol, là, Aïcha il est parti. Il a enlevé. Et quelques temps après, on a appris la mort de Vronsai Chinay. C'est lui qui avait été l'acteur du crash au Congrès. Parce que moi, j'étais un peu le coordinateur de la partie administrative. Le coordinateur de la partie, disons, du protocole, c'était Vronsai Chinay.
Il a créé des problèmes avec Bélé Guillaume, qui était le responsable de la communication. Donc, il devait encadrer tous les journalistes venant de l'étranger, etc. Mais comme la loi était que tant que le président n'a pas fait son discours, on ne le distribue pas aux journalistes. Bélé a dit non. Les correspondants étrangers ont besoin d'avoir le discours avant pour qu'ils préparent leur papier. Donc, donnez-moi le projet de discours que je leur distribue pour qu'ils commencent à préparer leur papier. Vroom Sia, qui était responsable des documents, a refusé, est descendu à la salle du Congrès pour vilipender... Justement, sur ces épisodes-là, Duval Fongois, une dernière question avant la deuxième partie de l'émission. Oui, non, il a essayé de rappeler tout à l'heure la proximité entre le président Biya et Aïssi-Vodo pour déboucher sur ce qu'il a appelé le drame de Bafoussam. C'est seulement à ce niveau-là que je voulais peut-être qu'il revienne là-dessus pour expliquer, hein, parce qu'il y a certainement un enjeu, quelque chose qui justifie finalement ce clash-là et puis le départ d'Aïssi-Vodo. Le clash, c'était Aïdjo. Derrière cette affaire, c'était le pouvoir d'Aïdjo. Paul Biya n'était pas un homme politique, comment je peux appeler ça, qui faisait feu de tout bois, non. Paul Biya était quelqu'un d'atone. Vous retenez le mot. C'était un homme politique atone. Pour que Paul puisse faire une déclaration politique, il fallait se lever tôt. Parce qu'il n'en faisait presque jamais. Je dis presque jamais. C'est quelqu'un qui a passé tout son temps à être dans l'ombre du président Aïdjo. Dans l'ombre. Vous autres, allez faire vos déclarations, allez prendre... C'était pas son problème. Quand il devient Premier ministre, moi, je ne peux pas vous raconter ce qui s'est passé. Parce que ça révèle le caractère de chacun. Entre Aïssi et son frère Paul auprès du président Aïdjo. Quand le président Biya aujourd'hui devient Premier ministre, il était ministre d'État secrétaire général à la présidence. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre Aïdjo, Aïssi-Vodo et Paul Biya? Qu'est-ce qui s'est passé? Il faudrait qu'on déclasse les archives pour qu'on le... Et on va dépoussiérer ces archives dans la deuxième partie de l'émission La Vérité en face, et avec pour invité François de Borgia Marie Evembe, qui a témoin des événements politiques et historiques du Cameroun. D'abord, une courte pause dans cette émission. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous suivez l'émission La Vérité en face sur Equinox Télévision. Invité ce soir, François de Borgia Marie Evembe, écrivain, anthropologue, intellectuel, homme politique qui a vécu de l'intérieur des mutations politiques au Cameroun entre le régime Aïdjo et celui de Biya. Sur ce plateau avec nous, il nous a rejoint Jonathan Babila. Bonsoir. Good evening, Cedric. Good evening, François de Borgia, Marie Evembe. You're welcome. Thank you. Je vais, d'entrée de jeu avec vous, François de Borgia, évoquer l'arrivée du président de la République actuel, Paul Biya, et ensuite, et surtout, cette aventure éditoriale et littéraire pour le libéralisme communautaire. Comment vous vous retrouvez au sein de cette aventure? Quel rôle vous avez joué dans le cadre de la production et la réalisation de cet ouvrage? Je suis un réformateur.
depuis toujours. Partout où je suis allé, j'ai essayé de réformer. Parce que quelque part, quand on est un produit de la colonisation et de la néocolonisation, on ne fonctionne pas comme quelqu'un qui a une pensée libre, comme quelqu'un qui a dans sa tête une restructuration idéologique qui lui soit propre et qui exprime le devenir de son identité. C'est peut-être pour cela que j'ai chaque fois cherché à corriger les perspectives. Chaque fois. À l'intérieur de l'UNC, vous savez qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la direction de la presse du parti. Il y a en ce moment, au sein de l'UNC, une direction de la presse du parti. C'est moi qui ai créé, qui ai proposé la création de la direction. La restructuration de l'administration du parti s'est faite en 1979, sur ma proposition. Mais quand on ramène de Bafoussam un autre groupe de dirigeants autour du chef de l'État, président du parti, qui est resté président du parti, il ramène Sabal Leko. Il fait partir Aïssim Vodo. Et la plupart des anciens, les barons, il les fait partie. On prend des gens, je peux dire, des sortes de bénis oui-oui. Des gens qui obéissent sans se poser des questions. Le Sabal Leko et toute son équipe, c'est ça. J'ai été l'un des organisateurs du congrès de Bafoussam. Et comme j'avais écrit sur la terre en passant, je ne sais pas si vous avez lu ce livre, et que je m'étais amusé à considérer l'administration qui avait été laissée par les colons comme des gens qui ne valaient pas leur identité de dirigeants camerounais, vous pouvez vous rendre compte de ce que ça représentait pour un régime comme celui que nous avions. Heureusement, pour moi, que j'étais encore très jeune. Le président Ahidjo était amusé, parce qu'il se disait, mais comment un petit comme ça peut-il avoir ce courage de dire ce qu'il dit? Il m'a envoyé à Dakar, c'est lui qui m'a envoyé chez Senghor. Je suis allé chez Senghor officiellement pour bénéficier d'une bourse de l'UNESCO et entrer au CESTI. Mais en réalité, c'était un exil doré. Parce que quand j'arrive à Dakar, c'est la famille Senghor qui me reçoit et qui me loge. Et comment vous vous retrouvez dans cette aventure littéraire concernant cet ouvrage pour le libéralisme communautaire? Ça, il faut poser la question, pas de cette manière. Parce que pour qu'on arrive à l'aventure littéraire et le passage du témoin à Paul Biya, il faut se demander ce qui s'est passé avant. Pourquoi a-t-il fallu que le président nomme un premier ministre, président, son successeur, qui lui dévolue le pouvoir? Comment? Pourquoi? Et c'est là où je vais vous dire des choses qu'on ne veut pas que les Camerounais connaissent. L'arrivée au pouvoir de François Mitterrand. Quel est le lien entre François Mitterrand et l'arrivée d'un nouveau président au Cameroun? Le lien, c'est que Mitterrand était le président du collectif des avocats qui devait défendre Ndormo, les Wandiers, le fameux complot de la Seine-Croix. Vous avez entendu parler de ça? Non. Vous n'avez pas. Bien sûr, le procès où Monseigneur Albert Ndormo avait été condamné, après avoir même présenté ses excuses pour les actes qu'il aurait plus ou moins commis, et un procès qui avait fait les choux gras de la presse internationale. Or, derrière ce procès, il y avait François Mitterrand, qui avait décidé de défendre les mises en cause, les accusés. Le président Ahidjo avait refusé que François Mitterrand mette ses pieds ici. Or, François Mitterrand était
le chef de l'opposition française, bien qu'avocat. Il était le chef de l'opposition française. Il était allé, je crois, 2 ou 3 fois à l'élection présidentielle. Contre De Gaulle, contre Pompidou, il avait échoué. Et on pensait qu'avec son âge, ce serait terminé. C'était terminé. Mais quand il est allé pour la 3e fois, c'est la 3e fois qu'il a gagné. Il est devenu président de la République. So what was the connection between François Mitterrand? How did he influence the choice of the Prime Minister's constitutional successor of Amadou Ahidjo? That's what you were talking about. Mais je dis que quand Mitterrand est élu président de la République française, Ahidjo est président de la République. Ahidjo est menacé dans son pouvoir. Parce qu'il avait humilié François Mitterrand au Cameroun en interdisant que François Mitterrand vienne être le président du collectif des avocats qui devaient défendre les Ndomo et les Wandié. Il l'avait humilié. Il est venu, on l'a assigné à résidence à l'aéroport jusqu'au prochain avion. Mitterrand n'avait jamais oublié ça. Il était pourtant le chef de l'opposition française en France. Quand il devient non président, imaginez, je suis persuadé que le premier nom qu'il met sur son calepin, c'est Amadou Ahidjo, avec une croix rouge. Mais comment un président élu en France peut-il avoir autant d'influence sur un autre président élu au Cameroun? Mon cher ami, vous n'êtes pas au courant du fait que nous sommes les meilleurs élèves de la France. Quelqu'un n'a pas dit ça ici? Qu'on est les meilleurs, je suis le meilleur élève. C'était par rapport à quoi? Par rapport à qui? Quand vous demandez ça, vous parlez d'élections en France. Aujourd'hui, nous sommes en pépétéisme depuis les années 87. Pourquoi? Moi, c'est à moi qu'on avait confié le soin de faire un examen de la proposition du Fonds monétaire international pour nous amener au Fonds monétaire international. Le groupe que le secrétariat politique avait constitué autour de moi, c'était Étienne Tchama, ministre des Finances, les Tchans dont vous avez entendu parler, qui avait été un grand de la comptabilité publique, et puis secrétaire général de l'UDEAC. Il y a le Benjamin de cette commission aujourd'hui en prison, c'est Edou. C'est Edou. J'avais présidé une commission de 12 personnes, 12 experts camerounais, pour qu'on n'aille pas au Fonds monétaire international. Et le rapport que nous avions fait, contresigné par Sengakwo, secrétaire politique, montrait que on pouvait ne pas aller au Fonds monétaire international pour résoudre les problèmes de financiers monétaires au Cameroun. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Mais ce qui s'est passé par la suite, c'est que le président en exercice, Paul Biya, a déclaré urbi et orbi que nous n'irons pas au Fonds monétaire international. Mais quand il est allé en congé à Baden-Baden, je ne sais plus où, en Europe, quand il est revenu, il nous a mis dans le chariot du Fonds monétaire international. Est-ce que vous avez compris les raisons de ce changement subit? Vous ne pouvez pas me le demander. Ce n'est pas à moi qu'il faut le demander. Nous avons constaté simplement que notre rapport, qui était techniquement, mais c'était une œuvre intellectuelle et technocratique incroyable, parce que nous avions proposé des mesures qui pouvaient résorber ce qu'on croyait être l'inflation au Cameroun en moins de 18 mois. Les mesures étaient précises. Il fallait que l'État se serre la ceinture. Et notre président, Paul Biya, avait estimé que, effectivement, on pouvait sortir de cette situation très rapidement. Et il l'a déclaré ouvertement. François de Borja Marie Evembe, before we proceed further into the Biya
reign in Cameroon and the issues which you're highlighting, I want us to come back to something which I think is important that will enable us to understand some things that are happening in Cameroon today and which characterize the reign of President Paul Biya and has links with what is happening in the northwest and southwest regions of the country. You said in the first part of the program that the first president of Cameroon, Amadou Ahidjo, spent time integrating Anglophones with the intention of killing the indirect rule culture, the culture of autonomy in Anglophone Cameroon. How did he do that? Quand on fait de la politique, au niveau du guidage, du leadership historique et national, encore que moi, le mot national, je ne l'aime pas. On fera peut-être une autre émission sur le mot nation. On doit prendre un certain nombre de mesures pour arriver à l'objectif qu'on s'est fixé. Je vais vous dire une chose. Quand vous parlez de l'anglophonie et de la francophonie, vous oubliez une chose. C'est que tout cela a été concocté aux Nations Unies. C'est les grandes puissances vainqueurs de la guerre de 1916, vainqueurs de la guerre de 1945, qui ont décidé du dépeçage de ce qu'on appelait Cameroun. Anglophone, francophone. Qui était le Cameroun allemand? Alors, lorsque le président Ahidjo hérite des résolutions secrètes des Nations Unies, je parlais tout à l'heure il faut déclasser les documents. Il sait qu'il a la couverture internationale pour faire ça. Mais il ne peut pas vous le dire. Il ne peut pas le dire au peuple. Il obéit à une directive internationale qui prend le Nord, qui est musulman, pour le donner aux Nigériens, et qui prend le Sud, qui est chrétien, pour le donner aux francophones. Voilà la vérité historique. J'ai dit qu'il faut déclassifier les documents. Et les présidents au Cameroun se basent sur ce deal pour gérer cette situation historique. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas faire état de ça? Alors, Ahidjo, lui, comme il était très, très politique, Ahidjo était très politique, il dit, bon, il ne faut pas qu'on casse les assiettes. On va aller doucement. So how did he proceed with what you call the assimilation plan? Oui, mais il ne dit pas qu'il assimile. Il ne dit pas ça. Il dit, ok, on va commencer par faire un État unitaire du Sud-Ouest. Enfin, quand on dit Sud-Ouest, c'est-à-dire jusqu'au nord-ouest actuel du Sud. Parce que le nord, le Cameroun septentrional, est parti au Nigeria. Dans un référendum organisé, tout simplement. Alors, Ahidjo, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit assimiler. D'abord Foncha, et puis Mouna, et puis c'est Ngomé, je ne sais plus qui, Premier ministre, il doit les amener petit à petit. Et chez nous, au village, là, on dit que le doigt qui veut faire sortir la larve du tronc de palmier doit être souple. Parce que la larve à l'intérieur, elle fait comme ça, et le doigt doit épouser les circonvolutions de la larve. C'est ce qu'il a fait avec la politique. Il a essayé de jouer avec les anglophones pour les amener en 72 à ce qu'on a appelé le coup d'État. Un civilian coup d'État. Voilà. Il ne pouvait pas le faire militairement, il a préféré prendre le temps de le faire politiquement et socialement. Pourquoi?
Is that the origin of what we're living today? Oui. Vous allez chercher ailleurs, vous êtes à côté de la question et de la réponse. Quand, en 93, je suis avec Singapour, nous sommes le cerveau de l'Union pour le changement. Et nous avons fait de Ni John Frundi et du SDF le moteur du changement. Mais il y avait déjà le SCNC, n'est-ce pas? Le SCNC existait. C'est François et moi qui sommes allés au nord-ouest pour donner des conseils aux enfants. Parce que le SCNC voulait déjà faire, à cette période-là, ce qui est en train de se faire aujourd'hui avec ce que vous appelez les sécessionnistes ambazoniens. C'est nous deux qui sommes allés. Vous vous souvenez du professeur Mouzou, hein? Vous vous souvenez de Mouzou? Right. Mais Mouzou a voulu venir avec nous. On a refusé. Parce que Mouzou avait été notre collaborateur au comité central. Jusqu'à ce que les choses se gâtent. Il a voulu venir avec nous, on a refusé. Même les gens, la direction du SDF, a voulu envoyer quelqu'un avec nous pour négocier avec le SNC. On a refusé. Mais c'est grâce à nos conseils que le SNC ne s'est pas mis à se battre comme font les Ambazoniens aujourd'hui. Mais ça a duré combien d'années? Calculez, 93, 2000, je sais pas, 2012, 2013, 2014. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quelque part, il y avait déjà la conscience d'une injustice. Mais les gens ne mettaient pas sur la conduite, les gens ne mettaient pas ça sur les instructions des Nations Unies. Les gens mettaient ça sur la politique nationale conduite par les Camerounais eux-mêmes. C'était faux, c'était une focale qui était biaisée. Il ne fallait pas réfléchir comme ça. Et aujourd'hui, je dis, il ne faut pas réfléchir comme ça. Et comment aujourd'hui vous appréciez la gestion de cette crise, les actions menées par le gouvernement pour ramener la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'il faut se battre? Pourquoi? Je suis chef de l'État aujourd'hui, je n'envoie pas l'armée contre les frères. Et je vais vous dire, je vais vous révéler une chose. L'Indien, au sud-ouest, c'est le Batanga, non? Moi, je suis Batanga. Je ne peux pas accepter que mes frères d'Indiens, qui sont Batanga, aillent se faire harakiri là-bas dans une guerre dite sécessionniste. Ça n'a pas de sens. And all of these, all of what is happening now is being attributed to the fact that the current president of Cameroon, when he took over from Amadou Ahidjo, he continued with the policy or the strategy of assimilation, which Amadou Ahidjo had already started. He made a statement recently during the Paris Peace Forum, which was interpreted as a confession of an assimilation plan which has failed over the years. Now, let's talk about the transition from Amadou Ahidjo to President Paul Biya. How did you people leave that transition in 1982? Je vous ai parlé de François Mitterrand. C'est le moteur, ou plutôt le prétexte de cette transition. Quand Mitterrand est élu en 81, Ahidjo fait le tour des puissances amies. Et en France, des grands responsables amis. Je vous en prie, allez-y, vous pouvez vous exprimer. Oui, qu'ils soient de la droite ou de la gauche. Et on se rend compte que l'intermédiation de ce genre n'a pas de prise sur le président Mitterrand. Échec et mat. Ahidjo revient donc
et décide de jouer avec l'histoire. Senghor était passé un désert terrible, politique, parce qu'il avait été balayé du pouvoir, les arcades du pouvoir. Ça faisait 3 ans qu'il était sur le trottoir. Et c'est à cette époque que moi aussi, n'ayant pas reçu ce que j'attendais de ma participation au fonctionnement du parti, je ne faisais plus beaucoup de zèle. Et j'ai travaillé avec François pour que je sorte un nouveau livre, je ne sais pas si vous l'avez lu, Les morts de ma conscience de demain, édité par Clé en 83. C'est François qui m'a dit, allez, Monsieur Wembe, allez inaugurer un nouveau genre littéraire qu'on appelle recueil de poèmes, comment est-ce qu'on appelle ça? Recueil de nouvelles. Les Africains n'aiment pas ce genre littéraire. Allez inaugurer ce genre littéraire. J'ai donc pris mes 10 romans manuscrits, je les ai condensés et j'en ai fait un régime, un genre littéraire qu'on a appelé le recueil de nouvelles. Vous le lirez, ce recueil de nouvelles, si vous approchez des éditions Clés. Et comment arrive justement le président de la République, Paul Biya, comme choix du président Ahidjo? Pourquoi lui? Comment s'opère ce choix concrètement sur... C'est dommage parce que... Le ministre Biya, précisément. Oui, c'est dommage parce que le papa n'est plus là. Ahidjo n'est plus là pour répondre à cette question. Mais pour ce que nous en savons, c'est que le président Ahidjo voulait se sentir à l'aise avec des gens sur lesquels il pouvait se reposer, qui ne se posaient pas des questions, qui ne se poseraient pas des questions sur leur action au sein du gouvernement et auprès d'Ahidjo. Parce que la bagarre qu'Ahidjo allait lancer contre Mitterrand avait besoin de gens qui pensent et des gens qui exécutent. Il a choisi 2 lobes du même cerveau, François Senghor et François Borja-Marie Wembe. Ça devait être les 2 lobes de son cerveau. Et le président Biya devait être là pour exécuter ce qui viendrait d'Ahidjo à travers ces 2 cerveaux. Il y a quelqu'un qui n'est plus en vie, qui s'appelait Tekim Mbouma. Hein, vous vous souvenez de... Wilfrid Tekim Mbouma. William, je vous entends. Aurélien. William Aurélien Tekim Mbouma. Former president of the Red Cross. Qui a été l'initiateur du président Biya. Vous savez que le président Biya a commencé par travailler chez Teki comme collaborateur, quand Teki était ministre de l'Éducation nationale, au premier temps d'Ahidjo. C'est de là qu'il est parti pour être le collaborateur du président Ahidjo. Mais Teki a été un grand secrétaire général de l'OUA. Il était tellement intelligent, tellement imbu de lui-même qu'il s'est créé des problèmes avec les chefs d'État à cette époque. On l'a rappelé. Oui. Was President Paul Biya the most trusted person at that time to deserve, to merit the trust of the head of state, of President Amadou Ahidjo, to succeed him later? Le président Biya avait toujours été aux côtés du président Ahidjo. Toute sa carrière, ou presque toute sa carrière, il a fait là. Il y avait des plus performants, il y avait des plus brillants. Mais il a toujours, je vous l'ai dit au départ, il a toujours été dans l'ombre du président Ahidjo. Au point que quand il a fallu engager
cette bataille diplomatique et politique avec Mitterrand, il comptait sur Paul Biya. Mais il comptait surtout sur des cerveaux qui aient le courage de leur intelligence. Et comment naît la rupture et ensuite cette création du Rassemblement démocratique du peuple camerounais? Biya, nouveau président, est visité par Mitterrand. Mitterrand vient ici. Il va à l'Assemblée nationale, il fait un discours. Et une seule phrase a scellé l'histoire du Cameroun. Monsieur le Président, la France est à l'aise avec vous. Déclaration de François Mitterrand à l'Assemblée nationale. Et il s'adresse à Paul Biya. C'était fini. C'était fini. C'était terminé. Qu'est-ce qui est concrètement terminé? Comment Mais une seule expression d'un président français peut conclure une alliance politique dont vous dites qui a existé entre le président Ahidjo, qui s'est retiré, et le président Paul Biya? Monsieur Noufélé, ne vous faites pas d'illusions. Vous êtes journaliste. Vous avez une capacité de réflexion telle que vous pouvez comprendre les choses à demi-mot. La France continue d'être la grande puissance qui pilote les pays africains, et surtout les pays africains francophones. N'allez pas me dire le contraire, vous serez à côté de la vérité. But how can we understand this? Just some years back, there was a clash. There was like a clash between Amadou Ahidjo and François Mitterrand. You said that President Amadou Ahidjo ridiculed him, and so there was some sort of enmity between the two. And President Paul Biya is the product of Amadou Ahidjo, and he comes to power, and the same François Mitterrand now comes and say, okay, France is happy with you, France is at peace with you. How did that happen? Was President Paul Biya a hypocrite? Was he playing some kind of games with François Mitterrand behind Amadou Ahidjo? Je ne fais pas de la psychologie. Hein. Je ne sais pas, je ne fais pas de psychologie. Ni de la psychanalyse, non. Les faits politiques sont têtus et ils sont là. Le président Biya n'avait aucun intérêt à se fâcher contre son père adoptif, le père qu'il a adopté, qui a fait toute sa carrière politique. Il n'avait aucun intérêt. Il n'a eu d'intérêt que lorsque la France est venue le porter à bout de bras. Ça, c'est la vérité. Le président Biya n'aurait jamais fait ça si la France ne l'avait pas porté à bout de bras à travers François Mitterrand. Quels sont les actes qu'il a posés juste après cette déclaration? Mitterrand ne voulait plus de M. Ahidjo à la tête du Cameroun. Il avait déjà fait 27 ans, au moins. Mitterrand n'en voulait plus. Si le pays devait être démocratique et démocratiser ses structures, Ahidjo n'avait plus sa place là. C'est la raison pour laquelle un nouveau venu, frais et moulu des universités françaises, avait toute la, disons, le mérite de succéder à Ahidjo. So how did that provoke an enmity between the two, the former president and Paul Biya, which led to the coup d'État or the attempted coup d'État? Non. Il y a eu le problème des prééminences. Qui doit venir avant l'autre au Cameroun? Ahidjo, lui, pensait que c'était lui. Il restait président du parti. Hein. Ahidjo restait président du parti, vous oubliez ça. Or, c'est le parti qui dirigeait le pays à travers ses structures gouvernementales. Ahidjo a voulu continuer à être celui qui inspire et celui qui décide. Je dis, il avait besoin de cerveau, il avait besoin de quelqu'un qui exécute. Et dans ce contexte-là de tension politique, comment naît le RDPC?
Le RDPC, bon, d'abord, c'est devenu le RDPC. Mais quand on a pensé le renouveau, et un parti qui conduise le renouveau, ce n'était pas le RDPC, c'était le RDC, Rassemblement démocratique camerounais. Le P est arrivé au congrès de Bamenda à 4 h du matin, 3 h du matin. Quels étaient les principaux penseurs et comment c'était? Non, il n'y en avait pas de principaux penseurs. Il y avait 2 penseurs, point final. Il y avait Senghako et il y avait François Borja-Marie Evembe. Sous la supervision du président du parti, en même temps président de la République, Paul Biya. C'est tout. Qu'est-ce qui a motivé la création de cette nouvelle formation politique? Non, il fallait que l'ère de Ijo, qu'on la mette dans le placard. Qu'on la mette dans le placard. Et qu'on relance la dynamique politique démocratique avec Paul Biya. C'était ça l'objectif. Un peu nettoyer un peu la politique au Cameroun et en Afrique dans une nouvelle dynamique. Et à partir de l'idéologie qui devait tracer les perspectives de développement politique, social, machin, etc. au Cameroun. Quel était dans le fondement idéologique au moment où vous mettez sur pied cette nouvelle formation politique qui va soutenir l'État du Cameroun et soutenir le renouveau? Qui va accompagner. Pas soutenir, puisque c'est qui va accompagner. Le problème est simple. Quand vous êtes chez les Blancs, j'appelle ça les Blancs, mais les leucodermes en général, quand vous êtes chez les leucodermes, on pense d'abord avant d'agir. On pense avant d'agir. Nous avons dit, les leucodermes ne peuvent pas avoir cela comme méthode qui leur permet de gouverner le monde. Et nous, on ne l'utilise pas pour arriver à notre indépendance, vraie indépendance, à notre véritable souveraineté. On va donc penser avant d'agir. Paul était d'accord. Il était d'accord qu'on pense avant d'agir. Et c'est la raison pour laquelle il y a le cerveau qui a reçu mission de penser. On a pensé. Mais on a commencé, vous allez chercher ça dans les archives, un ouvrage qu'on appelle le colloque pour l'identité nationale. Il y a un ouvrage comme ça dans les archives. Le colloque national pour l'identité. Tout a commencé par cette réflexion. On a rassemblé tout le monde. Tous les intellectuels du Cameroun à l'intérieur, on leur a demandé de réfléchir sur des thèmes bien précis. Et on a fait un colloque sur l'identité nationale. Si vous regardez cet ouvrage, vous allez voir que le rapporteur politique s'appelait François Borja-Marie Evembe. Il n'était pas au gouvernement. Quel était l'objectif d'un tel colloque, d'une telle production intellectuelle? Parce que l'objectif, c'était quoi? C'était qu'il fallait s'approprier, il fallait que les intellectuels s'approprient le devenir, la pensée du devenir. Il fallait qu'on ressuscite la dignité de ce pays et des gens de ce pays. On n'allait pas rester éternellement sous la suggestion intellectuelle des Blancs. Puisqu'on avait des agrégés, même si je vous donne l'expression que j'ai utilisée souvent devant eux, les agrégés ont désagrégé la République. Même si j'ai utilisé cette expression. Mais en réalité, on a des agrégés, on a des docteurs d'État, on a des docteurs, on a des ingénieurs, etc. Pourquoi ne pas faire en sorte que tout ce capital intellectuel devienne productif? Quelle a été la prochaine étape? Mais la prochaine étape, après le colloque sur l'identité nationale, c'était le libéralisme communautaire. Vous allez voir que les prolégomènes qui sont dans ce travail intellectuel du colloque se retrouvent en grande partie dans le libéralisme communautaire. Et c'est la raison pour laquelle, quand le renouveau naît et devient un mouvement politique de grande envergure, on dit, bon, Evembe, tu vas servir de ministre des Relations extérieures du parti.
C'est moi qui suis allé expliquer le libéralisme communautaire aux pays de l'Est. C'est moi. Je suis allé, j'ai fait 4 missions d'État à Moscou, 4. Quelle a été la contribution du président Paul Biya à la rédaction Mais c'était de le cet patron, ouvrage? non? C'était pas le patron. On ne pouvait pas sortir un ouvrage sur le parti si le président Biya n'était pas au courant, ou il n'avait pas donné son quitus. Non. Was it just sufficient for him to be aware? What did he contribute in the content of that book? Non, écoute. Les présidents font des discours. Sur 100 discours d'un président, vous croyez que c'est lui qui a écrit les 100? Mais on va dire que c'est les discours du président. Il y a des gens, des cerveaux autour d'un leader charismatique qui font ce boulot. Ils collationnent des éléments, ils les expriment, ils les donnent. Ça devient Ahidjo faisait des discours d'académiciens. Quand le président Ahidjo se mettait à dire un discours, vous pouviez imaginer que, vous pouvez penser que c'était un académicien français. Mais ce n'était pas lui. Il y avait quelqu'un qui écrivait ces discours. Et le président Ahidjo pouvait passer 1 à 2 semaines à apprendre à lire le discours. On lui disait ici, il y a une intonation ici il faut baisser le ton, ici il faut avoir un effet oratoire. C'est comme ça que fonctionnent les présidents. So in a nutshell, you're saying that the president just approved the content of the book Communal Liberalism. He didn't put a word in it. Is that? Mais s'il donne l'idée principale, vous allez écrire, vous allez exprimer. And the principal idea was? Mais je vous ai dit, changer d'idéologie. D'abord, créer une idéologie pour se séparer de la façon dont le pays a été dirigé avant lui. Il fallait que le pragmatisme du président Ahidjo soit remplacé par une idée, une idée linéaire, par un processus linéaire de conduite des affaires de l'État. Et le processus linéaire ne peut s'exprimer que par une idéologie. Et nous avions imaginé une idéologie de transition. Il fallait apprendre aux Camerounais à débattre. Vous avez une idée, on est en réunion, je dois respecter votre idée. Parce que je n'ai pas la science infuse. Vous voyez? Je n'ai pas la science infuse. Est-ce que vous êtes bête quand vous émettez une idée? Si j'estime que votre idée est bête, c'est moi qui suis bête. Parce qu'il faut prendre en considération votre idée. Donc, il faut débattre. Au temps d'Ahidjo, on ne débattait pas beaucoup. Alors, François de Borgia, Marie Evembe, vous faites le tour de plusieurs pays et de plusieurs régions du Cameroun pour sensibiliser... Non, du monde. Du monde, pour sensibiliser pour le libéralisme communautaire, la nouvelle idéologie du renouveau. Après cette sensibilisation, est-ce que les axes de ce renouveau ont été appliqués tels que vous l'aviez pensé? Vous me posez la question pour me provoquer. Vous savez que le libéralisme communautaire a été jeté dans le panier. On ne l'a pas mis en œuvre. On n'a pas mis le libéralisme communautaire en œuvre. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien qu'il y ait des déclarations, on n'a pas mis le libéralisme communautaire en œuvre. The whole content of the book or just some parts? L'idée et l'expression, on n'a pas mis en œuvre. Pourquoi? Mais est-ce que vous me demandez pourquoi? Allez demander au président qui avait charge de mettre en œuvre. Mais vous étiez à ses côtés, vous discutiez avec lui, vous avez dit que vous avez eu son aval pour mettre sur pied ces idéologies et ces axes du renouveau national. En 86, 87, il y a eu d'abord un problème de timing. Après le congrès de 85, on devait tenir le premier conseil national en 86. Il n'a pas eu lieu. Il n'a pas eu lieu. Pourquoi est-ce qu'on ne l'avait pas convoqué? Moi, j'étais prêt. J'étais prêt. Sengako et moi, nous étions prêts pour le conseil. On ne l'a pas convoqué. Et ce n'est pas nous qui devions convoquer le conseil, c'est le président national. Bon. Senga est tombé malade
Il a passé un certain temps à l'hôpital américain de Neuilly pendant un certain temps. Et quand il arrive, il relance l'idée du conseil, parce que c'est le conseil qui devait donner, comment dirais-je, qui devait donner la voie, la conduite, après le congrès de Bamena, sur la mise en œuvre. Mais on a tenu le conseil avec retard. Et on s'est rendu compte que le lien entre le président et le secrétaire politique s'était relâché. On s'est rendu compte. Les choses du parti qui devaient être systématiquement exploitées, on écrit pour demander l'aval du chef, ça met 6 mois, 7 mois. Quand on a vu ça, Senghor m'a appelé et il me dit, bon, écoute, j'ai l'impression que le gouvernement, qui est l'instrument de mise en œuvre, n'a pas très bien compris ce que c'est que le libéralisme communautaire. On va lui donner une plateforme de mise en œuvre. Convoque-moi un colloque et ramène-moi les propositions. J'ai convoqué un colloque avec presque tous les grands intellectuels de ce pays et de l'extérieur de la diaspora. Les Hog Ben-Laine, le professeur Hog Ben-Laine, comment tu l'appelles encore, l'ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies, qui était le responsable du PNUD, Do Kingi, les monnaies Koso et tout ça. Tout ce monde-là, je les ai convoqués, je leur ai donné des sous-thèmes pour le colloque, à partir du libéralisme communautaire. On a travaillé pendant 5 mois. On a sorti un truc comme ça, là, et il fallait faire une grande messe pour que les gens sachent que maintenant, on va mettre en œuvre le libéralisme communautaire. Est-ce que ces contributions ont servi à développer le Cameroun? Est-ce qu'elles ont d'abord été acceptées? What happened? Why were there some people who wanted to continue with the system of Aïdjo? Je vais vous dire. Les gens comme les Hog Ben-Laine, qui étaient très critiques vis-à-vis du Cameroun et de la politique camerounaise du temps d'Aïdjo, etc., ils ont été merveilleux. Mais ils ne pouvaient pas imaginer qu'un parti-État puisse associer toutes ces intelligences pour créer quelque chose d'original qui va faire développer le pays. Les Hog Ben-Laine sont devenus des fanatiques du RDPC. Parce qu'on ne pouvait pas imaginer que ça puisse arriver. Or, c'était arrivé. Le colloque pour la mise en œuvre a été tenu. Il fallait simplement qu'il y ait la grande messe pour que le parti le remette au gouvernement. Le parti, c'était qui? C'était Senghor, secrétaire politique. C'était Vembe, secrétaire permanent de la commission centrale de supervision. Mais c'était pour remettre à qui? Au chef de l'exécutif, c'est-à-dire le président Biya. On a demandé 25 millions pour recevoir tous les contributeurs qui venaient de partout. On a demandé l'argent. Jusqu'au moment où nous sommes assis, je n'ai pas vu 5 francs. Est-ce que le parti n'avait pas ses propres ressources pour les mobiliser pour faire un truc comme ça, pour faire un truc comme ça, il fallait l'aval du patron. Et c'est le patron qui donnait les moyens. Le rapporteur, on avait prévu 2 rapporteurs, 4 discours, 2 rapporteurs. Le discours du chef de l'État, président national. Le discours du secrétaire politique. Le rapport de politique qui devait être fait par Njomwele. Et le rapport technique qui devait être fait par votre serviteur. Ça n'a jamais eu lieu. From what you're saying now, it can be concluded that the whole thing was blocked at the level of the President of the Republic. Is that? Ça, il faut demander au président. Il faut lui demander. Et c'est ça que ferait l'histoire. L'histoire lui demanderait. François de Borgia-Marié Vembe, pourquoi vous quittez le RDPC, un parti que vous avez, selon vos propos, contribué à la création et à la conception de l'idéologie politique? Pourquoi vous quittez cette formation politique? C'est déjà à partir d'une histoire comme ce colloque. On s'est battu. On a convoqué tous les Camerounais représentatifs de l'intelligentsia camerounaise.
On a fourni un travail phénoménal de réflexion, etc., pour le bien du pays et l'avenir du pays. On nous dit, monsieur, on ne reçoit pas. J'ai dit, mais c'est pas possible. Pourquoi est-ce que je suis donc là-dedans? Si ce n'est pas pour faire ce que nous avions décidé de faire en 83. C'est-à-dire prendre le Cameroun, le mettre sur de nouveaux rails. Je suis là pour faire quoi? On a donc... je vous dis, j'étais un peu le ministre des Relations extérieures du parti. C'est moi qui renouvelais les organes de base extraterritoriaux en France, en Grande-Bretagne, en Côte d'Ivoire. C'est moi qu'on a envoyé pour aller renouveler. En 90, bon, François, lui, m'avait dit, il y aura le congrès en 90, moi, je ne vais pas demander le renouvellement de mon pouvoir au bureau politique. Je suis malade, je suis déçu. Bon. J'ai dit, bon, si tu pars, moi aussi je pars. Il dit, non, toi tu es encore jeune, il faut rester. Parce qu'en politique, il faut être patient. J'ai patienté jusqu'à 90. Ça n'a pas marché. Quand je vais en France pour le renouvellement des organes de base, j'ai fait nommer Madame Yawa Issatou comme chef de délégation. Je suis parti avec une grande délégation. Mais je me suis réservé le renouvellement de 6 sous-sections sur 12. Parce que je voulais que, à l'Assemblée générale de la section de France, Roch Belin devienne le président de la section. Pour secouer un peu le parti de l'extérieur et rassembler la diaspora intellectuelle du pays. Malheureusement, il a mal manœuvré. Quand j'étais à Nantes pour renouveler la sous-section de Nantes, on me téléphone la nuit pour me dire, mais monsieur Excellence, à l'époque on m'appelait Excellence, vous savez ce que le professeur a fait? Je dis non. Il est devenu le président, le vice-président de la sous-section de Bordeaux. Or, nous avions décidé de ne plus accepter le cumul. Et autant de principes que nous, comme avec la rigueur, la moralisation. On ne voulait plus de cumul. Il y avait assez de cerveau dans ce pays pour que chacun ait sa petite part et travaille là-dedans. Alors, Roch Belin devient vice-président de Bordeaux. On m'appelle la nuit. Je le rappelle tout de suite. J'ai dit, mais Henri, qu'est-ce que tu as fait? Il me dit, quelqu'un m'a dit, un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. All the ideas that you and other intellectuals... Non, je réponds d'abord à toute sa question. Go ahead, please. Quand je reviens, je lui dis, bon, retrouvons-nous à Paris, après que j'ai fait Lille, Strasbourg, Reims. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés à Paris, à l'hôtel Hilton. On a pensé créer un courant progressiste au sein du parti. C'est ce que nous avons appelé le CFP, le courant des forces progressistes. Et l'un des membres qui a adhéré à ce courant s'appelle Jean-Jacques Ekindi. C'est moi qui ai nommé Ekindi coordinateur des 10 présidents de section qui étaient déjà membres du courant. C'est moi. Et qu'est devenu ce courant? Il est mort dans l'œuf. Ce courant, quand ils nous ont vu travailler comme un courant de progrès démocratique au sein du parti, on a ouvert les vannes, multipartisme. C'est pour cela qu'on avait dit, on avait accusé le président d'avoir fait un multipartisme précipité. Alors vous entrez dans l'Union pour le changement, qui est une non, on n'entre pas. Vous mettez sur pied, vous l'avez dit tout à l'heure en ouverture de l'émission, vous faites partie de ceux qui ont mis sur pied cette initiative-là. On ne fait pas partie. Justement. Alors, nous sommes ceux qui ont mis sur pied l'Union pour le changement. Et cette union n'a pas réussi à opérer ce changement, puisque le président de la République, le chef de l'État, a été réélu en 92. Monsieur Noufélé. Qu'est-ce qui n'a pas marché concrètement dans cette initiative-là? Foundi a été élu en 92. Foundi a été déclaré. Je dis. Paul Biya a été déclaré. Comme vous dites. Mais on a mis sur pied les commandements opérationnels sur tout le territoire. Vous toussez comme ça, on vient vous attraper. En 92. En 93, on m'a kidnappé pour m'amener au GSO.
Parce que j'étais le cerveau de toutes ces histoires qu'on appelait les années Le Brest. Hein? Alors, une vingtaine d'années plus tard, le Cameroun aujourd'hui fait face à de multiples crises. Nous sommes en 2020, au moment où nous terminons cette émission. François de Borgia-Marie Evembe, quel message souhaitez-vous adresser à ces Camerounais avec qui vous avez partagé un pan de l'histoire politique de ce pays? Je demande aux Camerounais d'être comme moi, de croire toujours, d'avoir la foi en l'avenir, c'est tout. Parce que le problème, ce n'est pas nous. Moi, je suis patriarche, non? Je suis patriarche. Je suis arrière-grand-père. Mais il faut croire en l'avenir. Il faut encore être debout pour l'avenir. Parce que nous, on prend la bière aujourd'hui, on mange les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Il faut bien qu'ils aient des références. Les Oumyobé sont morts, martyrs, pour que ce pays devienne indépendant. Qui est des présidents aujourd'hui, des ministres, des députés, des PDG. Ils sont morts. Pourquoi est-ce que les Camerounais aujourd'hui ne peuvent pas prendre leurs responsabilités pour que demain les enfants soient plus heureux qu'aujourd'hui? Pourquoi? Pourquoi les Camerounais n'ont pas dans la tête de faire comme leurs frères aînés, leurs pères qui sont morts, martyrs, pour que ce pays ait un semblant de souveraineté? Pourquoi? Donc il faut du courage. Pour faire la politique, il faut être courageux. Il faut vouloir à partir des objectifs qui sont des objectifs de demain. C'est ça. Merci François de Borgia-Marie Evembe. Je rappelle que vous êtes écrivain, anthropologue et homme politique. Merci également à vous, Jonathan Babila, d'avoir participé à cette émission. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci aux équipes techniques conduites par Eric Ouattat et Emmanuel Wapi. Merci de nous avoir suivis et merci de rester sur Equinox Télévision. Vous n'avez pas parlé de ça. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Ce dimanche sur Equinox Télévision. L'eau qui tombe goutte à goutte berce le plus dur rocher. Tant que nous serons sur la terre des hommes, il y aura toujours des différends entre les hommes. Il est plus facile de faire la guerre que de faire la paix. Le président Houphouët était un grand homme. Le président Houphouët-Boigny était un père. Le pétrole de la Côte d'Ivoire a été pendant longtemps Houphouët-Boigny. Sa petite silhouette vêtue d'un strict 3 pièces aura été omniprésente dans le paysage politique africain pendant plus de 4 décennies. Redouté et fortement critiqué de son vivant, son image de sage n'aura jamais été aussi forte que dans la période d'instabilité qu'a connue son pays à partir de la fin de la décennie 90. Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire est devenu